Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 22e entretien Artaïs. Bonsoir Vincent, bonsoir Joris, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vincent, tu as participé à notre programme de vidéo qui d'ailleurs est sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos qui ont été envoyées pendant le premier confinement. Tu es diplômé des Beaux-Arts de Grenoble et du Frénois. Tu es représenté par la galerie Éric Mouchet. Et tu es également enseignant à l'École supérieure d'art et de design de Tours. Joris, vous êtes membre du CEA, historien de l'art, commissaire d'exposition et vous enseignez également à l'École du Louvre dans le département d'art et de design du 20e. Donc, écoutez, après cette très brève introduction, je vous cède la parole. C'est à vous. Merci. Enchanté, ravi d'être là avec vous ce soir. Merci Vincent pour cette invitation. Merci Artaïs pour la programmation de cette série d'entretiens qui est fort intéressante et riche. Donc, je m'appelle Joris Thomas et c'est en tant que commissaire d'exposition que j'ai rencontré il y a 3 ans Vincent, puisque je l'avais invité à participer à mes projets d'exposition. Donc, je vous propose qu'on commence par la première diapositive qui a un peu scellé cette amitié et cette relation professionnelle. Ah, alors attends. Je te laisse passer la diapositive. Donc en fait, Vincent, comme vous l'avez dit, il a été diplômé de l'école de Grenoble et du Frénois à Tourcoing. Avant ça, il a passé sa jeunesse dans un petit village dans les Préalpes, non loin de la Suisse. Cette donnée un peu biographique est importante puisqu'elle va expliquer le nombre de travaux qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Dès 2008, il a intégré un collectif d'artistes spécialisé et qui a œuvré vraiment dans le travail, dans des œuvres sonores et également vidéo et numérique. Et aujourd'hui, il en fait toujours partie, c'est le collectif MU. Et là aussi, cette expérience collective a fortement marqué son travail puisqu'il se retrouve aujourd'hui, même bien qu'il a une pratique plus individuelle, personnelle, d'artiste plasticien. Et on commence donc par cette œuvre que j'ai découverte pour la première fois il y a 3 ans avec Vincent, qui s'appelle Rimbaud-Verlaine, qui appartient à la série de la collection et qui a été exposée en 2015 au Garage MU. Donc, je vais laisser la parole à Vincent puisque je pense qu'il saura nous expliquer. En fait, c'est le début véritablement de son travail de plasticien qui commence avec cette pièce. Bonjour, donc également enchanté aussi d'intervenir. Effectivement, on a fait le choix de faire une sélection dans le corpus d'œuvres assez resserré, mais qui explicite un petit peu notre rencontre et puis notre parcours. Voilà, tous les deux d'une certaine manière. Effectivement, le commencement de cette histoire débute avec effectivement la rencontre avec Joris autour de cette pièce, la collection Rimbaud-Verlaine. Il s'agissait de ma première exposition personnelle à Paris qui a été et qui s'est construite. Non, moi je ne veux pas désactiver le son. Ah, voilà. Qui s'est activé, qui s'est déployé en tout cas donc au Garage MU, donc qui était cet espace lié au collectif MU, donc à la Goutte d'Or à Paris. C'était un projet donc d'une exposition monographique qui s'appelait Something in the Way, qui était donc un récit, donc véritablement l'écriture d'un texte. Vous pourrez a priori retrouver sur le site internet si vous souhaitez le traverser. C'était une sorte de fiction explosée dans lequel chaque œuvre venait faire écho un peu à ce récit et de façon assez précise. Un des éléments de cette fiction était donc cette pièce, donc la collection. Alors, comme vous pouvez peut-être le discerner, puis on le verra sans doute un peu plus précisément sur les autres diapositives, il s'agit d'une sculpture avec un geste assez simple, ce qui est souvent le cas dans mon travail de plasticien, où j'ai en fait récolté des pierres, en l'occurrence 2 pierres, l'une qui provenait de l'endroit où est mort Rimbaud à Marseille et une pierre où est mort Verlaine à Paris.
dans le quartier sud de Paris. Et je les ai ensuite associés, assemblés, comme pour finalement produire, on va dire, une re-rencontre, puisque c'est un couple qui a eu une histoire, on va dire, tout à fait explosive, au point où ils se sont finis par se séparer assez tôt. Et donc, à cet endroit-là, je les rassemble après la mort dans une temporalité qui est plus celle de la temporalité géologique qu'une temporalité humaine. Voilà. Et donc, cette pièce, pour moi, est fortement emblématique dans le sens où, effectivement, j'ai tendance à initier des sortes de séries qui sont ensuite revisitées au cours des expositions et réengagées en fonction du contexte et des sujets que je viens traiter. Et à chaque fois, nourri ou upgradé, comme on dit, autour de mes réflexions sur la question des récits et du minéral. Pour fabriquer cette sculpture, tu as du coup demandé des conseils à un autre sculpteur sur pierre? Oui, alors c'est un peu une anecdote, mais qui n'en est pas une. Je suis assez proche ça y est, tu vas pas me demander les noms, c'est Grégory Jiquel, parce qu'en fait, évidemment, comme toute première fois, celle-ci a été assez complexe à mettre en œuvre en ce qui me concerne, parce que j'avais aucune on va dire, pratique de la sculpture et qui plus est encore moins sur la question de la sculpture sur pierre. Et donc, Grégory a eu la gentillesse de me montrer comment travailler ce matériau avec une disqueuse. Et donc, il a découpé les premières pièces. Et c'est grâce à lui que j'ai pu engager ce travail. En tout cas, il a désamorcé une terreur assez primaire chez moi de m'attaquer à ce matériau. Et depuis, pour le dire très clairement, dans l'usage même de comment je travaille la pierre, je suis resté en fait sur les usages qu'on avait mis en œuvre pour la production de ces œuvres. Donc en fait, la plupart des pièces que je réalise, j'utilise Moi, je dis on va dire cette machine qui est donc pas tout à fait, on va dire, des outils traditionnels de la sculpture, avec le poinçon à la main, etc., et les ciseaux, mais plutôt à la meuleuse. Donc, ce n'est pas tout à fait des nouvelles technologies, mais ce n'est pas non plus complètement le format traditionnel de la sculpture. Voilà. Et les pierres donc, on voit, donc j'en ai une qui reste, donc on peut voir un peu l'échelle. Ce sont des pierres assez simples, en fait, assez anodines. C'est simplement le lieu géographique qui a fait qu'elles sont réunies. Contrairement à d'autres pièces de cette série qui s'appelle la collection, dont elles ont sans doute un pouvoir plus ou moins avéré. Avéré, ouais. Alors en fait, oui, moi je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec la notion du territoire. Ça, c'est vraiment un héritage du collectif MU dont on pouvait parler tout à l'heure. Et bien sûr, oui, ces pierres-là, en l'occurrence, ne cherchent pas, en tout cas pour cette série-là, précisément Rimbaud-Verlaine, on ne cherchait pas à avoir une relation forte ou esthétique particulière, mais c'était vraiment prélever un élément à proximité d'un site, parce que bien sûr, il est hors de question que je n'altère ou que j'abîme un espace historique, par exemple, le paysage dans lequel j'interviens. Donc, en l'occurrence, ces pierres-là, spécifiquement, en tout cas pour cette partie-là de la collection Rimbaud-Verlaine, n'avaient pas particulièrement un enjeu plastique à proprement parler. Je dis ça et c'est à moitié vrai parce qu'en réalité, malgré tout, dans la sélection, même si je me contente d'une certaine manière de ramasser les pierres qui sont sur place, j'accorde quand même toujours un intérêt particulier à la sélection de ces objets, si ce n'est rien que dans le procédé d'association de ces éléments pour qu'ils restent compatibles et qu'ils aient quand même un intérêt plastique. Je reste sculpteur et plasticien malgré tout. Peut-être je vous invite à ce qu'on regarde la... Et ce qui est intéressant avec cette pièce et qui introduit bien la suite, c'est qu'il y a une économie aussi du geste, c'est-à-dire que tu n'as pas volontairement beaucoup enlevé de matière, tu as très peu sculpté, tu as simplement, on va dire, coupé et collé. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez toi, c'est que tu vas le moins possible altérer la matière première pour la conserver dans son intégralité plus ou moins. Oui, tout à fait. En réalité, c'est véritablement une posture qui pourrait s'apparenter à une forme d'économie de temps et de geste, mais en fait, ce n'est pas tout exactement ça. J'ai un immense respect qui se construit et qui s'affirme de plus en plus des matériaux que je viens manipuler. Et dans ce sens, j'ai comme, on va dire, la volonté effectivement d'intervenir le moins possible, ou en tout cas de respecter les forces en présence. Ce qu'on peut voir quand même, c'est que l'ensemble de ces pierres ont une trajectoire.
trajectoire qui les a constituées d'une certaine manière, avec un ensemble de forces en présence. Voilà, des forces telluriques, voilà, un ensemble de situations qui ont fait qu'elles sont là. Et donc, j'essaye vraiment de respecter au mieux, en tout cas, les lignes de force en présence. Et ce qui me permet aussi de découvrir parfois que certaines de ces pierres ne sont pas tout à fait compatibles pour des raisons à la fois très pragmatiques, les lignes de fragilité ou les matériaux qui les constituent en tant que tels ne sont pas tout à fait compatibles. Mais aussi, alors là, on va basculer dans des rapports plus personnels et plus sensibles, il m'arrive parfois de sentir que les choses ne sont pas, on va dire, en mesure d'être tout à fait connectées entre elles. Si on s'attarde quelques minutes sur cette Joris, excusez-moi, est-ce que vous pouvez ou parler plus fort ou vous rapprocher du micro parce qu'on ne vous entend pas bien? Merci. On s'attarde un peu plus sur cette série donc, qui s'appelle aussi La Collection. Là, il n'y a pas de second titre, c'est simplement des parenthèses avec des points de suspension. C'est plutôt des rapprochements de pièces qui sont plutôt liés à une interprétation libre, puisque là, il ne s'agit pas d'une histoire précise comme Rimbaud et Verlaine, mais plutôt des pièces que tu laisses au spectateur, au visiteur d'interpréter comme il le souhaite. Oui, tout à fait. En fait, moi, sur certaines de ces séries, effectivement, j'aurais tendance à vouloir le spectateur ou la personne qui vient observer ces pierres, ou en tout cas les porter, soit aussi en mesure de projeter leur propre récit. Et donc, plus spécifiquement, en tout cas pour cette série-là, je me suis aussi énormément intéressé à la plasticité même de ces pierres. Et là, il y a presque un travail, pour le coup, pictural, dont je pourrais tout à fait qualifié quasiment proche de la peinture, en fait, où je viens aussi mettre en présence deux types de pierres et qui, moi, dans leur rapprochement aussi plastique, m'intéressent. Voilà. Même si je ne qualifie pas ces rapprochements et que je laisse libre le spectateur de le faire, il y a toujours en sous-main quand même, malgré tout, une provenance. Et voilà, là, il se trouve que pour cette série-là, précisément, j'ai décidé de ne pas de pas en parler et de vraiment laisser faire la subjectivité et puis fonctionner l'imaginaire et le libre arbitre du spectateur. Très bien. Et pour clore cette série, on va peut-être voir une autre occurrence avec donc, la collection qui s'appelle Le Soin. Et là, on voit on a précisé donc, la nature des pièces. Il s'agit d'une pièce qui s'appelle L'œil du tigre et Quartz rose. Oui, alors là, en l'occurrence, c'est une pièce qui est née en fait d'une autre collaboration avec un autre collectif qui s'appelle l'Institut d'esthétique, dont certains peut-être d'entre vous ont entendu parler. Collectif qui est constitué en fait d'Aïli Grenet et d'Émile de Gorce-Dumas, qui sont les fondateurs de ce collectif que j'ai rejoint par la suite. Le principe de l'Institut d'esthétique, je vais faire une petite digression, et donc en fait une constatation qu'on a pu faire ensemble autour de ces questions d'esthétique ou ces injonctions qui sont faites aux contemporains, d'avoir des beaux sourires, etc., ou d'être en forme. Et donc, imaginez que du coup, ces injonctions étaient... Ah, j'espère qu'on continue à nous suivre. Que ces injonctions étaient beaucoup manipulées, utilisées par les artistes sous des formes très variées de performances, d'objets, etc., mais y compris déjà par des artistes historiques. Et donc, nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est produire un institut d'esthétique, mais comme un institut de beauté. Et donc, on invitait les gens à se rendre dans notre institut afin qu'ils puissent en fait, vivre des formes d'expérience et de soins autour de ces pratiques, alors parfois qui étaient des regards critiques, parfois des choses plus littérales sur cette question du care, du soin. Et donc, à cet égard, moi, j'ai participé en y incluant ces sculptures, donc cette série qui s'appelle la collection Le Soin. Alors, ces pierres ont la particularité, en fait, de s'être construites autour d'un récit qui est celui des récits de la lithothérapie. Je me suis intéressé donc à ces pratiques voilà, qui datent des années 60 et puis réactivées de nos jours de façon assez intense, puisque beaucoup de gens sont, on va dire, intéressés et impliqués dans ces pratiques de la pierre comme outil potentiellement pour les soigner, ou en tout cas les accompagner dans certaines démarches. Alors moi, j'ai toujours une posture un petit peu critique et sceptique. Bref, j'ai quand même construit ces sculptures autour de deux minéraux qui ont des attributs assez spécifiques.
Donc, je vais commencer par exemple par le quartz rose, qui est la pierre de l'empathie, quelque chose, pierre de l'amour, qui serait en fait cette pierre qui vient un petit peu activer notre, voilà, qui viendrait amplifier notre force empathique et donc qui projeterait notre regard vers l'autre de façon plus intense. Et de l'autre côté, en fait, la pierre un peu plus brune, mordorée, qui est de l'œil du tigre, parce que quand elle est taillée en cabochon, ressemble à un œil, dont les vertus, parce qu'elle ressemble à un œil, serait de donner la capacité à briser l'obscurantisme, littéralement à voir en fait le futur et à voir le monde tel qu'il est. Bref, l'ensemble de ces, on va dire, de ces qualités, en tout cas présumées et qui seraient susceptibles d'être transmises, pour moi, étaient les qualités nécessaires pour faire un bon artiste. C'est-à-dire cette personne qui voit vraiment le monde et qui a un petit coup d'avance. Bon, quand on a ces pouvoirs-là, en général, l'ego émerge un peu plus et un peu contrebalancé donc avec cette histoire du quartz rose et de la question de l'empathie. Et donc ensuite je prodigue un soin où je viens faire des appositions de pierre, donc comme on peut le voir là sur cette diapositive suivante, sur les 3 zones qui sont décrites en fait dans les protocoles de lithothérapie. Donc dans ce cadre-là, moi j'ai, on va dire, quasiment une posture d'anthropologue, dans le sens où je viens vraiment interroger des récits préexistants et je viens un peu les interroger, savoir sur leur efficience, etc. Par ailleurs, quand je prodigue le soin, je viens vraiment partager cette expérience de façon très directe, de mettre au contact les gens avec cette matière lithique et voir ce qui se produit. Voilà, donc je me mets en général un peu, une fois que les pierres, une fois que j'ai expliqué un peu leur provenance et puis le protocole. Et puis ton rapport aussi, pour avoir vécu, enfin, été témoin et aussi acteur de cette performance, tu expliques aussi pourquoi tu as un lien avec la pierre et c'est lié en fait à ton enfance. Tu as grandi dans un lieu, dans un univers où la pierre était omniprésente. Oui, totalement. Ouais, ça, c'est sûr que dans les Préalpes, on est Pierre d'une certaine façon, puisque ouais, c'est vraiment un théâtre du minéral avec plein de composantes très différentes. Et c'est évident que ça a beaucoup travaillé, même si ma famille était une famille plutôt d'exploitants forestiers, de bûcherons. Reste que l'environnement qui accueillait cette forêt et cette scierie était principalement minérale, et c'est sûr que ça traverse, inconsciemment ou consciemment, mais fortement consciemment maintenant, ça traverse complètement mon travail. Et là, en l'occurrence, effectivement, j'aime bien l'idée d'être dans la posture de proposer, en tout cas, cette expérience du contact avec le minéral. Et même si j'ai des interrogations, je reste toujours assez pragmatique et un peu sceptique. Enfin, quand je dis sceptique, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, j'interroge la véracité de ces récits et de ces croyances au travers de cette performance. Reste que je suis obligé de constater que ça a une sorte d'influence, à la fois de mon côté, clairement, et de la personne qui est en contact avec ces pierres. Et c'est assez intéressant au point où, évidemment, à la suite de la performance, où j'aurais tendance à interroger les gens sur leur ressenti, c'est-à-dire quelles émotions, quelles sensations particulières ils ont pu ressentir au moment de l'expérience. Je profite de leur état particulier, en l'occurrence, pour les interroger sur leur rapport spécifique au minéral, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont vécu des expériences singulières autour de cette question-là, est-ce qu'ils ont un rapport singulier avec la matière lithique. Et donc voilà, c'est véritablement devenu, on va dire, un travail collaboratif. Et l'ensemble de ces récits que je collecte, pour l'instant, sont en gestation, si je puis dire, puisqu'ils vont sans doute donner lieu à soit une édition ou soit littéralement à une pièce sonore, en fait, qui viendrait expliciter en fait l'ensemble de ces récits. Ce qui est intéressant avec cette performance, il me semble, c'est qu'il y a un vrai partage en fait de ta part de ce que la pierre t'aurait pu apporter, qu'est-ce que tu en penses, puisque tu fais vraiment œuvre de compilation de savoir, tu collectionnes des pierres que tu conserves et collectionnes minutieux. Chaque pierre que tu récoltes est datée, géolocalisée, et finalement, si tu lis beaucoup de littérature à ce sujet, tu confrontes les différentes sources, et après tu partages avec nous ce savoir, tu nous fais ce soin. Et ce qui est intéressant, effectivement, il y a cette démarche de collecte d'histoires, de récits, comme finalement un sociologue, qui est effectivement récurrent dans ton travail, notamment qui était illustré aussi à travers cette exposition
chez ton galeriste, tu es donc représenté par la galerie Éric Mouchet depuis 2008 et tu as bénéficié d'un solo show en 2019. Ah, c'est 2018. 2018, pardon, ouais. Et tu as eu un solo show en 2019 qui présentait en fait une série de travaux qui étaient en lien donc avec le minéral. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une bulle d'exposition qui montre aussi ton goût pour le dispositif de monstration. Donc ici, il s'agit d'un socle d'inspiration un peu années 60-70 qui réunit une diversité de pièces, de pierres que tu as modifiées, mais aussi que tu as voulu exposer telles quelles. Donc peut-être que tu peux nous en parler rapidement. Oui, bah, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, alors oui, oui, voilà, moi j'ai eu cette chance d'être accompagné par la galerie Éric Mouchet pour ce premier solo show qui a été un peu l'occasion de montrer l'ensemble de ces séries débutées, comme je l'ai expliqué, qui peuvent se déployer dans le temps. Et là, ça a été l'occasion justement de réussir à les réunir, en fait, à les confronter, à ce qu'elles rentrent en dialogue les unes avec les autres. Et effectivement, ça permettait de rendre compte, en tout cas, des gestes parfois simples. Et pour moi, c'est important qu'il y ait une forme de confusion qui opère entre justement le côté culture, nature, où finalement on ait du mal en tant que spectateur potentiellement de se saisir exactement de la frontière qui opère entre ces deux éléments. J'aurais tendance à être un peu dans une sorte de posture animiste, si je puis le dire comme ça. Tout à l'heure, je disais un peu, c'est pas tout à fait de l'ésotérisme, mais il s'agit là d'une forme de sensibilité plus qu'une croyance, littéralement une croyance, c'est plus vraiment être sensible à ces matériaux, à ce qu'ils racontent. Et donc, effectivement, là, j'ai pu tout à fait montrer un ensemble d'objets où, effectivement, il est très compliqué de parfois déterminer ce qui appartient du geste de l'artiste ou finalement un élément qui serait directement ponctionné et positionné comme étant appartenant, en tout cas, au registre de l'objet naturel. Voilà, ça appartient aussi à cette volonté de ma part, vraiment de parler de ces notions d'entropie, d'anthropocène aussi. Enfin, je pense des questionnements qui sont très prégnants dans la culture contemporaine actuelle. Et donc, vraiment de déployer justement ce trouble parfois qui peut opérer et la difficulté qu'on pourrait avoir à définir en fait justement cette limite de notre cohabitation avec un environnement et en l'occurrence l'environnement lithique, la pierre, quoi. Et à cette occasion, tu as montré donc deux nouvelles séries de pièces. On va vous montrer une série de pièces qui s'appelle les pierres tuning. Voici quelques exemples qui étaient montrés. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où est venue en fait cette idée en fait finalement de mêler quelque chose de minéral et quelque chose de très construit qui est cette esthétique tuning dédiée normalement aux voitures? Bah, en fait, la réflexion était assez simple. La pierre est un élément très sérieux, mais aussi peut être aussi le support un peu on va dire, d'un imaginaire et parfois avec un rapport un peu drôle, quoi. Et effectivement, pour moi, le tuning est un peu l'absolution. Enfin, c'est comme une pratique artistique au demeurant dont le support serait la voiture avec tous ses attributs pour le coup, et un peu au cœur de ces questions d'anthropocène, puisque précisément d'une industrie, en tout cas extrêmement polluante, et qui a laissé une marque tout à fait culturellement très forte, mais aussi maintenant quasiment une marque géologique avec l'exploitation du pétrole même dans l'usage des nouvelles technologies. Ce qui est assez fascinant à observer malgré tout, c'est que l'ensemble de ces technologies se sont vraiment appuyées sur précisément ces matériaux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir une voiture comme étant juste une construction culturelle, mais comme étant majoritairement, et comme nos ordinateurs ou nos téléphones portables, constitués de minerais rares ou même de matériaux lithiques à part entière. Donc étonnamment, en fait, quand j'appose finalement ces sigles on va dire ces stigmates ou ces objets culturels qui seraient des attributs du tuning pour les voitures sur une pierre, je n'ai pas l'impression non plus d'être complètement décalé d'une certaine façon. Alors évidemment, ça révèle, on pourrait dans l'imaginaire être dans une projection un peu antinomique, mais en réalité, voilà, c'est aussi pour signaler d'une certaine façon cette cohabitation. Pour le faire court aussi, évidemment, j'adore les histoires et les récits, j'en produis moi-même beaucoup, et c'est vrai que le cadre de cette exposition a été un peu le prétexte pour raconter une fiction
un peu global qui était un peu, on va dire, le réceptacle de l'ensemble de ces propositions autour de cette idée de la lithocène, donc c'est-à-dire d'un aire géologique débarrassé de notre présence en tant qu'humain, mais qui porterait encore les marques de notre cohabitation. Et l'ensemble des propositions réellement avaient été comme ça vues par ce prisme-là, c'est-à-dire en gros comment les pierres témoigneraient finalement de notre cohabitation avec elles lorsqu'on ne serait plus là, quoi. Voilà. Très bien. Et là, d'un point de vue formel, tu t'es contenté en fait, d'intégrer des éléments donc, directement que tu as achetés dans des boutiques dédiées à cette esthétique, enfin, cet art, on va dire, cette pratique qui est le tuning, et tu les as incrustés dans des fentes. Tu n'as pas voulu non plus violenter la pierre, mais tu as profité des aspérités, des creux pour insérer des éléments. Alors, exactement de la même manière que les différentes sculptures, et on le verra encore par la suite, effectivement, mon champ d'investigation ou d'expérimentation ou de travail même sur la pierre, j'essaye à chaque fois d'être extrêmement respectueux là aussi des lignes en présence. Et donc, j'essaye de retirer le moins possible de matière, en tout cas d'altérer, on va dire, la conformation même de matériaux qui est collecté, en fait, comme dans l'idée de faire attention, là aussi, avec des matériaux auxquels je manipule. Et donc, vraiment, j'essaye d'accompagner, en fait, ce geste simple aussi, mais aussi d'un espèce de comportement éthique, je ne sais pas exactement si on peut le qualifier comme ça, mais pratiquement d'attention portée, en tout cas, aux matériaux pour soit le révéler, soit lui faire subir le moins de transformations possible. Et donc, voilà, c'est une espèce d'équilibre. Et il se trouve que, du coup, le choix de ces éléments de tuning souvent fait écho à la nature même propre de la pierre que j'ai collectée. Donc, c'est un peu un aller-retour entre les deux. C'est comme si l'un influençait l'autre et inversement, quoi. Très bien. Donc là, on arrive sur une autre série de pièces qui date de 2021. Et là aussi, finalement, tu as réuni différents éléments disparates pour créer cette forme nouvelle, plutôt organique, abstraite. Est-ce que tu peux nous parler du procédé, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, en fait? Alors, donc ça, il s'agit vraiment des dernières pièces que j'ai pu produire. Évidemment, je mène toujours cette réflexion sur la collecte des éléments, etc. Comment est-ce qu'on vient parler de cette question de l'anthropocène? Comment est-ce qu'on la rend perceptible, etc. Et donc, j'ai eu accès en fait à un stock de résidus, pour ainsi dire, de déchets en fait de marbre. Et il m'a semblé intéressant à cet endroit-là de récupérer ces matériaux et de la même manière sur les pierres naturelles, je les ai assemblés et de facto, il y a des formes de configuration qui opéraient à cet endroit-là. Alors évidemment, je suis très attentif on va dire, à l'usage et à la qualité de ces différents matériaux. Donc certains qui sont des marbres, principalement des marbres naturels, d'autres qui sont plus composés. On peut voir sur cette nouvelle diapositive une bande plus claire avec un ensemble de petits points noirs. Donc ça, c'est du terrazzo, qui est vraiment un matériau pour le coup composite, puisque là, il s'agit d'une recomposition de marbre. Mais ce que je trouve intéressant à cet endroit-là, c'est de rendre visible l'ensemble des couches. Donc, on recrée d'une certaine manière, on va dire, quasiment une géologie. Pardon. On recrée une géologie. Et donc, je viens assembler l'ensemble de ces matériaux en fonction de leur dimension et de leur couleur. Et puis ensuite, je viens les retravailler. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a du mal à percevoir l'échelle. Elles sont légèrement plus grosses que d'habitude. C'est-à-dire que c'est des pierres que j'aurais tendance en dimension à être un peu plus grandes. Alors, ce n'est pas le cas de celle-ci en l'occurrence, mais en général. Et c'est des pierres, donc évidemment, auxquelles j'apporte, ou en tout cas j'accorde une grande qualité plastique, esthétique. Mais par ailleurs, c'est des pierres aussi qui s'appréhendent avec le toucher. Pour moi, ça devient un endroit que j'explore de plus en plus où ces objets sont absolument manipulables et potentiellement appréhendables uniquement, enfin pas uniquement, mais fortement avec le toucher, d'où ces formes qui sont évidemment assez évocatrices du corps. Voilà, il y a une dimension où finalement cette interpénétration, on va dire, entre ce matériau dit inerte et le corps humain, et notre capacité à nous projeter dans des formes préexistantes. Voilà, c'est un nouveau langage. Je pense que
c'est un peu une continuité finalement, je crois, cette question de la performance où je viens proposer l'expérience en fait du contact avec le minéral. Mais là, du coup, l'idée, c'est presque même d'aller un tout petit peu plus loin dans une type d'expérience quasi, peut-être, je ne sais pas pour tout le monde, mais potentiellement quasi érotique en fait avec ce matériau-là, c'est-à-dire démultiplier encore le champ du sensible avec ce matériau en construisant un niveau de récit potentiellement supplémentaire, puisqu'effectivement, on peut à la fois convoquer l'histoire de l'art comme récit, comme support. Hein. On n'est pas loin de effectivement penser à Brancusi. Hein. Là-dedans, j'ai effectivement un référent assez marqué. Et en même temps, d'autres aspects de l'histoire de l'art, même contemporaine, ou des formes beaucoup plus vernaculaires, plus anciennes, plus énigmatiques, mais qui ne seraient pas loin quand même de faire penser à des segments du corps. Voilà. Du coup, donc là, il s'agit de déchets de marbre que tu as voulu réunir. Comment tu as procédé? Tu as fait une esquisse, une ébauche pour dessiner ces formes, ou elles sont venues simplement en essayant de les réunir? Tu as vu que ça ne collait pas au niveau des couleurs, des formes, parce qu'elles ont finalement, elles sont assez travaillées. Est-ce que tu les as prosculptées ou c'était des petits... Voilà, elles ont retrouvé... Alors au début, effectivement, il y a quand même une démarche assez expérimentale qui est mise en œuvre. Donc, elle s'appuyait assez peu finalement sur un travail préliminaire. Là maintenant, j'ai tendance, au regard des matériaux dont je dispose, de produire des croquis effectivement qui me permettent surtout de, comme je l'ai expliqué, d'être dans une économie du geste et justement de respecter déjà de façon ce prérequis d'utiliser le moins, en tout cas d'enlever le moins de matière possible. Et donc, en fait, dans ces compositions, voilà, le travail préliminaire qui passe maintenant par le dessin, entre autres, et je n'ai pas de quoi vous les montrer là, mais me permet en fait voilà, de préparer ces formes et en tout cas de les composer un peu comme le ferait un peintre ou un musicien. C'est vraiment, voilà, sachant que la pierre et le procédé que j'utilise n'est pas d'une complexité folle, mais assez laborieux. Et donc aussi, c'est un moyen pour moi d'être dans une économie de temps et d'énergie, et puis surtout d'expérimenter au final voilà, des formats qui peuvent devenir un tout petit peu plus conséquents que d'habitude. Donc, tu passes par l'étape du dessin et après, comment tu sculptes? Quels sont les outils que tu emploies pour aboutir à ce genre de forme? Alors, très concrètement, comme je l'expliquais, je l'évoquais tout à l'heure, j'utilise toujours les mêmes outils, c'est-à-dire c'est cette meuleuse, cet outil finalement qui est relativement commun, qu'on peut acquérir n'importe où à peu près, et un disque diamant qui me permet de retirer une partie de la matière, et puis ensuite des disques de polissage qui me permettent d'atteindre un certain, on va dire, velouté, pour essayer d'avoir comme ça techniquement l'aspect d'un toucher qui serait proche de celui d'une carnation, quoi. Donc, ce qui est intéressant dans ton travail, là, c'est des formes très abstraites, finalement, même si elles évoquent des organes, etc. Mais tu peux faire aussi des choses qui rappellent des choses plutôt figuratives. En l'occurrence, ici, on a l'impression de voir des objets qui pourraient être conservés à Saint-Germain-en-Laye, au musée des Antiquités nationales, donc quelque chose du néolithique, de la préhistoire. D'où c'était venu cette idée, donc finalement, de basculer vers quelque chose, voilà, connecté à une certaine histoire, autre histoire, plus ancienne? Alors, chronologiquement, en fait, ces pièces-là ont émergé pendant la période du premier confinement au Covid. En fait, il se trouve que j'ai eu cette chance de pouvoir être à la campagne en fait, et d'être à proximité de gisements de granit, ce qui m'a permis voilà, d'expérimenter beaucoup de choses. Il se trouve que ma temporalité, ma pratique d'artiste était plutôt dans des formes effectivement assez abstraites, qui seraient proches du geste, donc on pourrait associer quasiment à une démarche conceptuelle. Et donc à ce moment-là, parce que j'avais du temps et ce désir un peu sous-jacent, je suis aussi allé du côté des formes figuratives. Et ce mouvement-là est apparu de façon assez naturelle dans le sens où de la même manière, j'étais dans cette économie en observant ces pierres, essayer d'y voir, d'y transposer littéralement des formes figuratives. C'est pour ça que la série s'appelle Pareidolia, dans le sens où effectivement, voilà, on est dans une transfert assez littéral. Et comme je viens convoquer souvent l'histoire de la sculpture, forcément, on commence par le début. Et là, en l'occurrence, j'ai effectivement un peu convoqué peut-être cette esthétique. Voilà, et je me suis dit que finalement, ces formes un peu primitives,
Dans l'absolu, c'était une expérience sans doute que ces personnes ont traversée aussi déjà à l'époque. Et je pense que c'est une expérience du geste, une expérience de la sculpture, de venir convoquer ces formes aussi à cet endroit-là. Donc voilà, donc là, effectivement, encore un deuxième exemple avec. Alors là, pour le coup, c'est très littéral. Je dis pareidolia, mais je dis aussi ce que j'y ai vu, en tout cas ce que j'ai pu y transposer. Donc là, horse, c'est un cheval, tête de cheval, et l'autre, c'est torse et poulet. Donc c'est parti un peu dans l'idée de produire un torse de cette sculpture plutôt gréco-romaine, avec des attributs parfois engagés bizarrement qui font qu'on pourrait tout à fait imaginer être confronté à la carcasse d'un poulet aussi. Voilà. Et là aussi, c'est intéressant puisqu'en fait, ces formes résultent des reliefs de la pierre. C'est pas toi qui es venu dégrossir la pierre à un bloc carré, mais tu voyais déjà un cheval à travers cette forme de pierre. Ouais, totalement. Il y avait déjà des attributs inhérents à la pierre collectée qui étaient clairement assez évidentes, quoi. Pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à me projeter dans un matériau qui serait brut comme un cube. Si ce n'est que dans la pratique maintenant de la sculpture, j'aurais tendance à sentir fortement, on va dire, les orientations des énergies qui la traversent. Enfin, ça va être bizarre d'en parler comme ça, mais comment dire, même les failles, l'organisation même, notamment dans le granit, par exemple, les cristaux sont orientés d'une certaine manière. Et effectivement, on n'a pas du tout la même sensation quand on le travaille d'un côté ou de l'autre. Et donc, en ce sens, oui, bien sûr, un cube serait tout à fait appréhendable en tant qu'objet pour le sculpter, mais c'est vrai que mon imaginaire aurait tendance plutôt à se projeter sur un matériau prélevé directement plutôt que dans des choses préfabriquées. Ouais. D'accord. Voilà, donc là, on continue un petit peu dans cette série avec un genou. À gauche, de façon assez opportuniste dans cette période-là aussi, j'avais à disposition d'anciens meubles et notamment des plaques de marbre, voilà, de commodes, donc qui sont assez étonnamment des marbres de la région aux alentours, en tout cas français. Et voilà, et là, ça s'est transfiguré en un signe qu'on dessinait assez automatiquement à l'époque de mon adolescence et qui est devenu une sorte de chiffre, enfin 23. Et ce chiffre-là appartient aussi à toute la culture techno de l'époque post-adolescente, quand j'étais aux Beaux-Arts, où on faisait des rêves parties. Et une des grosses communautés s'appelle les Spiral Tribe. Et le 23 était leur numéro emblématique, leur signature en tout cas d'appartenance. Voilà. Encore une fois, une autre pareidolie qui s'apparente, qui est intermédiaire entre un. Alors là, on vient plutôt convoquer peut-être la sculpture hellénique assez grecque ancienne, mais qui en même temps peut être aussi tout à fait la trace interféciée voilà, d'un monument numéaire, voilà, de numéaire. Quoi. C'est vers cette forme-là que je voulais terminer, conclure, puisque finalement, elle représente bien vers quoi tu vas en ce moment. Tu mets à la fois cette esthétique très contemporaine des emojis, donc avec cet emoji de l'aubergine, et toujours ce travail de la pierre. Qu'est-ce que tu nous racontes? C'est d'ailleurs finalement cette pièce, on a débuté cet entretien en disant qu'on s'était rencontrés pour un projet d'exposition. C'était la pierre Rimbaud-Verlaine que je devais exposer. Et finalement, on a exposé cette pièce-là. Ouais. Et c'est d'autant plus émouvant en tout cas. Oui, alors cette question de l'écriture, en tout cas, elle traverse le travail. Là, c'est moins éloquent dans la mesure où on a un peu discuté de l'histoire du texte, mais c'est vrai qu'il traverse un peu le travail comme support du récit. D'ailleurs, que ce soit des textes qui soient transmis oralement ou littéralement avec l'écriture. Et je fais aussi cette projection, c'est extrêmement lié aussi à un travail préparatoire d'une thèse autour de la question de récits manquants de notre cohabitation avec le monde minéral, où je pars d'une hypothèse qui serait d'imaginer que nous entretenions en tout cas des rapports assez particuliers avec le monde lithique et minéral, sans doute beaucoup plus proches que ce qu'on peut partager maintenant. Et ces rapports-là auraient été contrariés pour diverses raisons de pouvoir, de représentation, etc. Et relégués parfois à des formes dites ésotériques ou en tout cas de proto-sciences.
Et moi, je fais le constat que la plupart de nos outils numériques, donc comme je l'expliquais pour la voiture, mais si on le projette en tout cas sur les nouvelles technologies qui nous amènent à commencer à travailler avec des algorithmes ou des sortes de mémoire ou d'intelligence artificielle, en tout cas des formes de cohabitation beaucoup plus resserrées avec les nouvelles technologies qui sont quasiment on va dire des supports supplémentaires, en tout cas dans l'évolution de notre être, de nos existences, sont aussi du minéral. Et donc, d'une certaine manière, je pars de cette hypothèse que finalement, à cet endroit-là, on retrouve finalement des relations qui nous ont été substituées ou en tout cas transformées, etc. D'où cette idée des récits manquants. Donc, cette pièce, elle est un petit peu voilà, syncrétique, c'est-à-dire finalement voilà le marbre qui redevient le support finalement de ces nouvelles écritures qui passent par des images. Donc là, encore une fois, voilà, c'est pas pour rien que j'ai choisi évidemment cette icône-là qui appartient vraiment voilà, à ces espèces de récits du corps dans et au travers de ces machines. Et voilà, puis je trouvais ça assez drôle finalement que ce soit plutôt ça qu'autre chose. Voilà. Et donc, du coup, c'est un travail, oui, voilà, qui est initié. Et alors, étonnamment, on aurait pu penser que je travaillais avec des machines pour faire ce travail-là. Et à l'inverse, c'est vraiment, pour le coup, le degré zéro de la sculpture, puisque là, je viens vraiment, pour produire ces œuvres, convoquer la chimie, en fait, et j'opère des transformations qui seraient une forme de dégradation accélérée du marbre que le marbre pourrait subir à l'état naturel, c'est-à-dire ces attaques acides sur le calcaire qui viennent voilà, révéler à un moment un symbole. Donc en fait, là, je n'utilise même plus du tout de machine. Donc étonnamment, en allant convoquer ces signes hyper contemporains, je viens finalement produire une action en tant que sculpteur qui est beaucoup plus finalement quasiment, je ne sais pas comment dire, primaire, quoi, vraiment de base, ou même l'outil est quasiment disparaissant, quoi. Voilà. Super. Ben, merci Vincent. Malheureusement, ce n'est pas exhaustif comme intervention puisqu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on aurait voulu aborder. Mais vu ton actualité, l'année prochaine, à la fin de l'année, normalement, tu as une exposition, un solo show chez Eric Mouchet. Alors, pour l'instant, la date est en train de se caler, donc potentiellement 2023, mais sans doute des petites expositions qui vont venir s'intercaler, en tout cas courant de l'année prochaine. Comme il y a eu beaucoup de décalage et remplacement, je n'ai pas une vision tout à fait très claire, en tout cas sur le programme des expositions qui vont se dérouler cette année, mais évidemment, je vous tiendrai au courant, quoi. Ce sera l'occasion de voir un peu plus en détail d'autres productions. Et ce qui est intéressant, c'est que cette exposition, sans doute, va s'accompagner d'une publication qui fera un peu aussi la synthèse de tes réflexions et de tes travaux en cours. Alors là, pour le coup, oui, il s'agira vraiment d'un catalogue monographique qui va prendre en charge, on va dire, le parcours dans l'œuvre, pour le coup, et surtout essayer de convoquer ce travail éditorial, pour le coup, collectif, où je sollicite un ensemble, on va dire, de contributeurs, qu'ils soient critiques d'art, poètes, artistes, plasticiens, écrivains, autour de leur rapport sensible du monde minéral. Très bien. Voilà. Merci. Je vous laisse la parole. Vous avez peut-être des questions. Oui, écoutez, tout d'abord, merci beaucoup pour cette très belle présentation. Moi, j'aurais peut-être deux questions. La première, Vincent, en amont de ce travail de collecte, de transformation, de modelage, d'assemblage, est-ce que tu travailles avec des scientifiques? Est-ce que tu as des échanges avec des scientifiques? Et la deuxième question, on a bien perçu la dimension du sculpteur, le rapport à l'histoire de l'art. Quand tu choisis tes pierres, en fait, tu racontes une histoire ou plusieurs histoires. Mais ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'on pourrait y voir également une dimension géopolitique, puisque bon, voilà, les roches ont été modelées au fil du temps, mais aussi par les hommes. Donc, est-ce que c'est une dimension qui t'importe? Ok. Alors, pour la première question, en fait, effectivement, j'aurais tendance à agir dans des terrains spécifiques. Et dans cette démarche, je viens effectivement interroger le récit géologique, le récit local.
Et dans cette démarche-là, effectivement, j'aurais tendance à vouloir solliciter des gens qui sont des connaisseurs. Et en ce sens-là, je viens interroger des scientifiques. La raison pour laquelle j'ai ce désir d'engager maintenant ce projet de doctorat est clairement lié au fait d'une accointance assez réelle avec ce monde de la recherche et bien sûr amplifier mon travail. Alors aussi bien des gens des scientifiques dont le minéral serait au cœur de leur recherche, donc des géologues ou voilà, mais évidemment aussi toutes les personnes qui seraient de proche ou de loin, on va dire, dans des enjeux liés à la question du récit. Quand je dis récit, des récits humains, donc aussi bien les sociologues que des ethnologues, par exemple, voire même des architectes, hein, puisque concrètement, on est bien d'accord que là aussi, si on parle de nouvelles technologies, si tant est que nos maisons en sont au regard du monde, ben, imaginons que tout à fait l'architecture fait partie pleinement de ces domaines de réflexion. Voilà, donc je me suis rapproché d'un laboratoire, par exemple, du Cresson, qui est porté par un Nicolas Texier, en fait, autour de ces questions d'ambiance, étonnamment. Alors, ça peut paraître un peu étrange, mais ce laboratoire a cette particularité de venir interroger les nouvelles modalités des rapports sensibles au monde. Et donc, moi, il m'intéresse beaucoup dans le sens où, justement, comment réinvestir un nouveau rapport sensible avec ces matériaux lithiques. Et d'ailleurs, je suis à la recherche d'un nouveau terme plutôt que matériaux, essayer de voir cette matière lithique, ce monde de la pierre, que je souhaite réinvestir d'une autre manière, quoi, dans le sens où, comme le font beaucoup de chercheurs d'ailleurs en ce moment sur la question du vivant, je pense à Morizot, à Vinciane Després, etc., qui viennent réinvestir notre définition et de notre rapport de cohabitation avec le vivant. J'essaierai d'aller un tout petit, c'est pas plus loin, mais disons dans une démarche, essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait redéfinir notre cohabitation avec le monde minéral. Donc, voilà pour la première question. Donc, ce qui est sûr, oui, bien sûr, c'est pas une hyper habitude, mais c'est quelque chose, évidemment, le milieu scientifique qui m'intéresse énormément pour la précision et aussi pour voilà, être toujours dans cette situation très claire où j'ai toujours un doute sur ma perception. Comme je l'ai expliqué, moi, j'aurais tendance à venir d'une forme d'animisme voilà, que j'ai expérimenté enfant avec ce monde minéral et que je déploie dans ma pratique artistique, mais que je viens vraiment réinterroger avec les connaissances scientifiques. C'est-à-dire que je ne vais pas sombrer dans une croyance aveugle et obscure, mais au contraire, essayer de vraiment comprendre, de saisir en fait les rapports sensibles qui sont en jeu à ces endroits. Voilà. Alors, la dimension géopolitique, est-ce que voilà. Alors, la dimension géopolitique, c'est vrai que oui, complètement. Le choix des pièces a fait que on n'en a pas abordé cette question-là, mais c'est vrai que notamment pour reprendre l'exemple notamment de cette série de pierres, la première, la collection d'assemblage, il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle regroupement familial, que j'entretiens assez régulièrement. Et donc, je demande à des gens, pour des raisons géopolitiques précisément, qui sont séparés, de m'envoyer des pierres afin de les réunir de façon symbolique, là encore, parce que malheureusement, en ce moment, les pierres ont tendance à circuler plus facilement que les êtres humains. Et bien avant la crise, c'était déjà le cas, et il semblerait que ça s'affirme aussi avec le contexte des crises, des crises écologiques qui réaffirment encore une forme très violente de séparation entre les populations. Et donc voilà, ce jeu géopolitique est très marqué. Pareil, il y a un ensemble de pierres, d'artefacts que j'ai fait, qui est accompagné notamment par un texte de Florian Guettet, en fait, autour d'une pierre de manifestation. Ça a été corrélé en même temps. C'est marrant, il m'a produit ce texte sur l'histoire d'une pierre comme projectile lors d'une manifestation. Et effectivement, moi, j'ai récolté des pierres à la suite d'événements un peu puissants où je suis allé sur des lieux où s'était passé des soulèvements, et j'ai récupéré ces pierres que j'ai ensuite retaillées un peu comme des bijoux, quoi, qui seraient tout à fait susceptibles d'être réemployés d'ailleurs à leur usage premier, c'est-à-dire comme arme de défense pour des populations qui seraient maltraitées, par exemple. Donc, bien sûr, il y a des enjeux. Et puis même la projection future, j'ai toute
forme de réflexion justement sur cette histoire à la fois de notre rapport, enfin en tout cas de cette existence de notre rapport avec le minéral qui serait très ancestral justement dans des formes archaïques, on va dire, de cohabitation, mais également les nouvelles technologies et tout ce qu'induit l'usage de ces nouvelles technologies, donc y compris l'usage des terres rares qu'on exploite dans certains pays en fait, qu'on utilise et puis qu'on renvoie ensuite dans les pays lorsqu'on n'en a plus l'usage, provoquant des situations assez dramatiques de pollution et provoquant aussi des situations de tension géopolitique extrêmement violentes parce qu'au cœur d'une économie du futur, on va dire. Donc toutes ces questions-là, évidemment, au-delà des récits très anciens, m'intéressent éminemment. Et comme on l'a pu, effectivement, et comme Sylvie vous l'avait dit aussi, il y a chaque objet, en fait, peuvent être appréhendés pour ce qu'ils sont, dans leur forme, dans leur matérialité. Je trouve ça assez intéressant. Mais j'essaye, en tout cas, de les charger dans différents niveaux, différentes strates de récits. Et dans ce sens, oui, effectivement, il y a certaines pièces, en fait, dont les récits se superposent. Et donc, ça peut être des récits historiques, mais bien sûr géopolitiques et contemporains. Et souvent, l'ensemble de ces récits, même géologiques, parfois se font écho et se synchronisent de façon assez étonnante. Et je pense que c'est en ça que je trouve que mon travail fait sens aussi, j'espère. C'est que précisément, il vient agglomérer comme ça un ensemble de qualités de récits, qu'ils soient plastiques d'ailleurs, ou humains ou non humains. Voilà. D'accord. Et à propos de récit, là, justement, je voulais savoir, est-ce que tu as un travail d'écriture? Parce que dans la vidéo que tu nous avais envoyée là, à Artaïs pour le confinement, il y avait un très beau texte. Est-ce qu'il était de toi ou est-ce que c'était une lecture? Alors oui, c'est concomitant, c'est-à-dire il y a effectivement tout un travail où je demande à des gens de m'écrire des textes autour de la question du minéral, mais la plupart des expositions en général sont accompagnées d'un texte un peu, on va dire, un fil conducteur en fait, une forme de narration parfois très abstraite qui vient vraiment comme ça convoquer un point, une ligne de force de récit en tout cas qui vient Et qui est écrit par toi en fait. Pardon? Qui est écrit par toi ou... Oui. Enfin, c'est même à chaque fois le cas. Ouais. D'accord. Voilà. Bon, Voilà, c'est une écriture de prose, quoi. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si Mathieu veut dire un mot parce qu'il va falloir que l'on conclue très rapidement. Et oui, pardon. Oui, que des remerciements. Non, mais j'ai 1000 questions qui se bousculent dans mon esprit. Je ne sais pas par laquelle commencer, mais je sais que l'heure est avancée, donc je voulais tout simplement vous remercier tous les deux d'avoir ouvert ce panorama, effectivement, qui va très, très loin de l'animisme, des démarches un peu plus scientifiques. Cette pétrification des choses est absolument incroyable et toutes mes félicitations, Vincent, pour ce travail qui a 1000 radicelles comme ça, qui pousse dans beaucoup de sens. Merci aussi beaucoup à Joris qui a bien accompagné et a posé des questions qui étaient très bien enchaînées avec une logique tout à fait parfaite qui nous a permis de découvrir un peu mieux ton travail à ceux qui ne le connaissaient pas déjà. Et bien sûr, moi, j'ai appris beaucoup, même si je connaissais un peu ton travail. Donc, un grand merci et de ma part aussi beaucoup. Mais on pourra continuer dans ton atelier ou dans ta prochaine exposition, en fait. Voilà. Oui, tout à fait. Oui. J'ai organisé régulièrement des ouvertures d'ateliers dans l'attente, en tout cas, et dans la préparation de l'exposition. Voilà. Formidable. Merci à vous deux. Merci à tous et à toutes. Et puis, à très bientôt pour un prochain entretien. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.